des gens qui nous plantent le matin même alors qu'on a bossé pendant 3 semaines et qui nous disent pas ni pourquoi, ni comment, ni machin. Tu choisis pas forcément une agence pour ce qu'elle représente elle. Moi, j'ai jamais été commercial. Je suis passé par ce poste qu'on a créé de directeur de clientèle, qui avait un nom génial, c'était Digital Evangelist à l'époque. Tu vois. Pour l'année prochaine, j'aimerais mettre en place dans les objectifs des équipes, dire clients et commerciaux, un nombre de rendez-vous physiques. Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alban Besnier, Managing Director d'Orixa Media, agence de marketing digital fondée en 2007 et toujours 100% indépendante. Alban, ravi de te recevoir dans nos bureaux. Aujourd'hui, nous sommes fin novembre 2023 et je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter de plein de sujets. J'en suis vraiment très heureux. Bonjour Pierre-Michel. Bon, j'espère que tu es ravi d'être là aussi. Écoute, ravi, merci pour l'invitation. Alban, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec cette première question. Est-ce que déjà pour nos auditeurs, tu peux te présenter rapidement ton poste, ton périmètre de poste, un peu le périmètre de tes équipes aujourd'hui que tu manages? Eh bien écoute, ouais, donc moi c'est Alban Besnier, je suis Managing Director chez Orixa Media. Ça fait 9 ans bientôt que je suis arrivé à l'agence. C'est ma première boîte. Et aujourd'hui, j'ai la chance de piloter l'agence. On est 65 personnes et on travaille sur tous les types de métiers qui tournent autour de l'activation digitale. Et aujourd'hui, moi, je pilote l'équipe du top management, donc des équipes opérationnelles, des équipes commerciales, des équipes marketing, et après, tout un tas de fonctions support qui font tourner la boîte. Ok, bah, c'est top. De toute façon, on reviendra sur ton parcours, parce que je trouve que c'est quand même une sacrée belle histoire. Hein. 9 ans dans la même boîte, surtout directement à la fin des études, sur lequel tu as gravi tous les échelons et tu as participé effectivement au développement de la boîte. Je trouve ça très beau et c'est un très bel exemple. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ta société et surtout aujourd'hui, quels problèmes vous résolvez à vos clients, à vos partenaires Alors, Orixa Media, c'est une agence de marketing digital. Historiquement, on travaillait principalement les métiers du référencement payant. Et aujourd'hui, la problématique qu'on adresse en priorité, c'est comment est-ce qu'on va adresser les différentes audiences des marques sur le parcours du consommateur. Donc, on crée tout un travail autour de la stratégie d'adressabilité de ces audiences, le parcours de ces différentes audiences. Et après, on va concevoir avec nos experts médias et nos experts créatifs des rencontres autour des différents médias. Donc ça peut être du référencement, ça peut être du display, de la vidéo, du réseau social, etc. On va y associer les stratégies, les bonnes créas pour répondre aux objectifs de nos clients qui sont des objectifs de performance de manière assez large, qui peuvent être des performances de notoriété, des performances de vente, etc. Ok. Tu m'as cité effectivement plusieurs canaux, donc vous êtes vraiment cross-canal aujourd'hui sur Orixa Media. C'est quoi aujourd'hui les canaux principaux sur lesquels vous aimez travailler, qui sont les plus tendances, les plus populaires, les plus intéressants? Alors, ceux sur lesquels on travaille le plus, c'est pas forcément les plus populaires, mais historiquement, Google domine le marché. Donc, la grande majorité des investissements qu'on va piloter, ils sont sur Google. La deuxième partie des investissements, elle va être sur tout ce qu'on va appeler l'écosystème programmatique. Donc, ça va de la vidéo à l'audio, en passant par les affichages publicitaires que tu as dans la rue, jusqu'à la télé aujourd'hui. Une partie de la télé s'achète en programmatique. Et puis après, le reste, ça va être la partie réseau social. Et là, pour le coup, aujourd'hui, allez, je ne vais pas t'apprendre, mais les réseaux en vogue, c'est TikTok, Insta. Voilà. Insta, ça marche toujours autant? Insta, ça marche toujours autant. Meta, de manière générale, Facebook et Instagram, ça marche toujours autant. Ça peut être un peu boudé par certains annonceurs parce que effet de mode, parce que politique d'attribution, de la performance, etc., etc. Mais on est convaincu que ça marche encore autant et ça a toujours une place prépondérante dans les dispositifs des marques. Ok. En termes de stratégie commerciale pour Orixa, entre le moment où tu es arrivé dans la boîte et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu justement des étapes décisives dans les stratégies qui ont été mises en place et si oui, comment et pourquoi? Il y en a eu beaucoup. Quand je suis arrivé à l'agence, on avait une équipe commerciale qui était leadée par le directeur général de l'époque. On avait un commercial qui est un très bon ami à moi, qui a fait directeur commercial de toutes les agences de médias dans la foulée. À cette époque-là, donc eux s'occupaient de la partie acquisition.
Et les consultants médias, donc les experts, les techos, eux s'occupaient de la relation client. Et en fait, une des grandes étapes, c'est celle qui a conduit à mon parcours, en fait, c'est hyper lié avec mon parcours, c'est que à un moment donné, moi, je me suis posé la question de savoir il se passait quoi entre les commerciaux et les experts. Parce que les commerciaux, tu connais les modèles de REM, on est incentivé sur une période donnée, ça ne dure pas forcément sur toute la durée. Et c'est des commerciaux qui avaient pour objectif d'aller chercher du nouveau client. Et donc, il y avait pas de pont qui était créé entre la vente et l'activation. Et donc, on a décidé en fin 2016, début 2017, j'ai proposé à notre CEO Gonzague, je lui ai dit, moi j'aimerais bien être l'intermédiaire entre les deux. J'aimerais bien monter avec les sales sur les pitchs pour amener un discours d'expert, parce qu'à l'époque, moi j'étais expert, et accompagner les experts sur les rendez-vous avec les clients existants pour aller essayer de leverage des activations en transverse ou défendre les budgets, etc., etc. Et ça a été une des premières bascules commerciales. On n'est pas dans un processus de vente ou de chasse, mais ça a été un point de bascule qui nous a permis de baisser considérablement le taux de churn. Donc on a un taux de feed aujourd'hui qui avoisine les 98% à l'agence. C'est énorme. La durée de vie de nos clients, c'est 5 années et demie. En agence, en moyenne, tu vois, tu tournes autour des 2 ans, si ce n'est moins. Et en fait, ça a été une première grosse bascule parce que ça nous a permis de commencer toutes les années avec un énorme socle de clients et du coup de pouvoir allouer différemment les ressources sur la partie acquisition. Donc si je reprends, un des premiers éléments Game Changer, c'est effectivement la mise en place dans les process d'un profil comme un profil avant-vente, finalement un expert métier sectoriel qui va arriver pour guider les sales, qui apportait l'expertise. Exactement, quelqu'un qui servait de pivot, qui servait de caution technique auprès des sales. Parce que tu sais ce que c'est, la vente, parfois on manque un peu on peut manquer un peu de crédit technique, surtout sur les rendez-vous qui sont techniques, sans rentrer dans quelque chose de trop boring pour l'interlocuteur en face. Et puis c'est surtout quelqu'un qui était là pour assurer toute la partie direction de clientèle. Donc après-vente, cross-sell, upsell, feed, gestion des problématiques administratives et commerciales tout au long de la durée de vie du client, pour permettre aux commerciaux d'aller se concentrer uniquement sur la partie acquisition, avant-vente, newbies, quoi. Et on a fait cette séparation en 2017. On a eu tous les problèmes qui vont avec, parce qu'on enlevait un peu le pain de la bouche de certains commerciaux en leur disant en fait aujourd'hui vous n'allez plus trop vous nourrir sur la bête, mais vous allez aller chercher du newbies et vous allez vous concentrer que là-dessus. On revoit les objectifs évidemment, conséquences, etc. Mais vous êtes des commerciaux, on a besoin de vous pour aller faire de la chasse et pour aller closer des deals. Et ensuite, on va mettre des gens qui ont un savoir-faire plus de farming, plus de nurturing des clients pour accompagner les clients dans la durée. Ok, donc vous avez vraiment spécialisé finalement vos équipes, segmenté effectivement le process de vente 2017. Belle époque de croissance. Si j'ai bien fait mes devoirs en regardant sur les sociétés.com les extraits de compte, etc. D'autres éléments pivots qui a permis effectivement de continuer la croissance d'Orixa. Est-ce que vous avez créé des nouvelles offres ? Ouais, alors donc, ce qui va avec cette structuration des équipes, c'est la diversification des services. En fait, on est une agence omnicanale, mais on ne voit pas les différentes expertises, SIA, SEO, social, etc. On ne les voit pas comme des finalités en soi, on les voit comme des outils au service d'une problématique client. Et en fait, à partir du moment où on a inversé le discours et où on a amené auprès des marques le fait qu'on était en capacité de répondre à toute ou partie de leurs problématiques, on a fait grossir les clients. Donc c'est ce qui a commencé en 2017-2020. En gros, on a énormément grossi sur nos clients existants parce qu'on a des clients qui faisaient qu'une partie des activations et ils sont là, vous pouvez nous accompagner sur le SEO, vous pouvez nous accompagner sur le social, sur le display, etc. On va vous suivre, on va venir avec vous. Ça nous a permis de les fidéliser, d'étendre un peu le champ des expertises qu'on travaille avec eux. Donc forcément, c'est plus la même notion de partenariat que tu as avec quelqu'un avec qui tu travailles sur 80% de sa stratégie. Et puis on a monté des marques, on a développé des nouvelles marques. On a fait un gros coup sur la partie expertise, sur tout le volet programmatique. Donc toute l'activation média en dehors du social et du référencement. Donc tout ce qui va pouvoir s'acheter depuis un ordinateur, mais qui n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux ni dans un moteur de recherche. Et ça, c'est nouveau savoir-faire, parce que quand on est une agence, un cabinet, une société de service, on a toujours envie de développer des nouvelles offres.
mais acquérir de l'expertise, c'est toujours compliqué. Vous l'avez fait comment? Par de la croissance externe? Vous avez recruté en interne? Vous l'avez fait en organique? Vous êtes planté? Ça s'est passé comment? Il y a un peu de tout. Alors nous, on a un truc, c'est que on est omnubilé par l'internalisation. Euh, T'as des ego trips comme ça quand tu diriges une boîte, il y a des trucs que tu veux faire. Nous, on veut être indep, internalisé. Ça nous arrive d'externaliser des petites missions tu vois, en raison de la charge, etc., à la marge, ou en raison de certains points d'expertise, mais globalement, on internalise 100% des expertises. Donc, on a internalisé, je ne vais pas dire qu'on s'est planté, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais en fait, on a considéré que les experts qu'on avait étaient en capacité de porter ces nouvelles offres, parce que finalement, c'est du digital, les mecs font du digital, et ils vont l'apprendre rapidement, et ça, que ce soit pour les équipes experts ou pour les équipes commerciales. On s'est dit, tout le monde va s'approprier ça, c'est un nouveau canal, mais finalement, il n'y a rien de sorcier. On a fait ça pendant 2 ans, on a mouliné, le discours prenait pas. Il prenait pas en interne, en fait, aussi. Les gens n'étaient pas convaincus. Donc, on s'est remis en question et on s'est dit, il nous faut une tête de pont, et on a recruté une tête de pont sur cette expertise-là. Et aujourd'hui, c'est la méthode qu'on essaie d'appliquer. Alors, on essaye d'appliquer en interne en se disant, si on a l'expertise en interne, on laisse la chance au produit 6 mois, 1 an, 18 mois, en fonction du côté stratégique de l'offre. On laisse la personne réussir ou se planter. On a des super réussites en interne. J'en ai plein. Mais en l'occurrence, sur ce coup-là, on s'est collectivement planté. Et donc finalement, on est allé chercher le bon gars. En l'occurrence, pour cette offre, il s'appelle Charles. Et aujourd'hui, l'offre, elle skyrocket parce qu'il a amené de la pédagogie en interne. Il nous a fait une place sur le marché. Et puis, il a amené le niveau d'expertise opérationnelle sur l'UV. Oui, parce que la question est orientée. Hein, je me pose aussi très souvent la même question pour Dreamcatcher Sales. On lance des nouvelles offres, mais comme tous les sales et dans d'autres boîtes, on le voit de manière générale, c'est toujours difficile sur les équipes sales à prendre des habitudes de promouvoir des nouvelles offres de produits ou services auprès des clients. Et effectivement, je retiens le fait que vous ayez ensuite fait ce choix stratégique finalement de symboliser ce changement par l'apport d'une expertise externe qui va finalement symboliser cette nouvelle offre et le diffuser et faire un point d'ancrage effectivement dans la boîte où ça y est, effectivement, l'offre est lancée, on a quelqu'un de référent sur le sujet. On arrive aujourd'hui sur un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel. Le marché B2B n'a jamais été aussi concurrentiel. Alors comment, au fil des années, Orixa a pu se différencier par rapport aux concurrents? Parce que quand on parle d'agence marketing digital, c'est un peu comme les agences de recrutement. On est nombreux effectivement sur le marché, donc l'identité de marque doit être forte, l'expertise doit être aussi importante. Chaque société dit pouvoir tout faire en règle générale. Donc, comment tu défendrais Orixa? Comment, effectivement, tu donnes l'USP, Unique Selling Point d'Orixa, comme point de différenciation vis-à-vis des concurrents? Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'effectivement, des agences de marketing digital, je crois que dans notre rue, il y en a 4. Nous, un des premiers éléments de différenciation, ça a été justement de ne pas placer l'expertise comme la finalité et de se dire on est équipé de solutions et d'expertise pour répondre à vos besoins, mais en fait, la vraie valeur ajoutée qu'on a, c'est justement cette équipe conseil. On a une équipe conseil en interne qui fait une dizaine de personnes. Donc, sur 65, c'est une équipe qui est plutôt considérable. Enfin, elle n'existe pas sur le marché. Ça a été ce switch qu'on a fait en 2017. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir une profondeur dans la recommandation. Et même quand on perd un pitch, parce que ça nous arrive régulièrement, parce qu'il y a des très bonnes agences sur le marché, on finit toujours par intéresser le client final sur un périmètre sur lequel il n'avait pas forcément interrogé le client. Et je pense que la vraie valeur ajoutée, alors c'est difficile à dire parce que je vais pas te dire, on considère qu'on est plus intelligent que les autres, mais je pense qu'on le fait aussi à outrance, mais dans la différenciation, c'est la capacité à construire les stratégies marketing, à co-construire les stratégies marketing avec les marques, et pas seulement se positionner comme un partenaire d'activation ou un prestataire d'activation opérationnelle pour répondre à un besoin de performance à un instant T. On fait l'approche et l'exercice marketing dans son plein sens. Les personnes qui travaillent là-dessus, c'est pas forcément des gens qui viennent du digital d'ailleurs. Tu vois, la directrice de la stratégie chez nous, elle vient pas du tout du digital, elle vient plutôt du monde du marketing direct. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Ouais. Non, elle travaille dans le market, mais par rapport je dirais, au marché sur lequel on travaille,
c'est vraiment cette notion de conseil et cette réflexion stratégique qu'on va apporter auprès des clients. Et puis après, je veux dire, la partie trading desk, donc la partie programmatique, aujourd'hui, on est un des premiers trading desk indep sur le marché des agences. Donc, c'est un vrai point d'entrée qui nous fait rentrer chez énormément de marques. Je suis assez d'accord effectivement avec ton propos parce que aujourd'hui on vend tous à peu près la même chose, à peu près au même tarif, on est tous à peu près alignés sur les mêmes qualités de produits ou services sur le rendu. Mais ce qui va faire vraiment la différence sur les boîtes de services B2B, c'est la qualité de l'accompagnement. Quitte à passer 10, 15, 20 jours ouvrés de son temps avec un prestataire, autant le faire avec des personnes qui comprennent nos enjeux, qui comprennent notre cœur de métier, nos problématiques, nos propres process internes. Et c'est cette valeur ajoutée-là qui aujourd'hui fait vraiment la différenciation sur le marché dans un marché très concurrentiel. Quand je reformule comme ça, est-ce que ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce que, en fait, c'est ce qu'on va rechercher aussi dans les profils qu'on recrute à tous les niveaux. C'est le niveau d'implication qu'on peut avoir dans la partie conseil. Parce qu'en fait, finalement, des agences, des bonnes, il y en a beaucoup. Et je dirais que, alors, je presse pas pour ma paroisse, mais tu choisis pas forcément une agence pour ce qu'elle représente elle, tu choisis une agence pour les représentants qui y sont et si tu arrives à avoir une uniformité dans l'implication de tes équipes, dans la culture et dans ce qui peut émerger, bah, finalement ton agence et l'identité de ton agence, c'est ça, c'est le niveau d'implication, c'est le niveau de proactivité de tes équipes, de conseils, d'écoute auprès des clients, etc. etc. Donc c'est à peu près ça. Je ne vais pas dire qu'on est les seuls, hein, mais aujourd'hui en tout cas c'est ce qui nous permet d'émerger à la hauteur à laquelle on a envie d'émerger aujourd'hui. Justement, en parlant de conquête, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est un peu le sujet d'actualité aujourd'hui, surtout dans votre univers. Est-ce que l'IA est game changer? Parce que là, ça remue beaucoup l'univers quand même des médias, de la tech, la martech. Alors moi, je suis vraiment jamais le early adopter de n'importe quoi. Je suis vraiment le boomer à l'agence. T'es un des plus jeunes à... Et je suis pourtant un des plus jeunes, mais tu vois, à l'instar de mon téléphone portable, je suis vraiment celui à la traîne. Je pense que ça rebat les cartes. Ça rebat pas les cartes aujourd'hui d'un point de vue business. Il y a des agences qui font du beurre sur le sujet de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous à apprivoiser le sujet, en tout cas dans nos métiers. Après, au quotidien, c'est quelque chose que nous, on se force d'intégrer dans les méthodologies. Alors, c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément hyper affinitaire des outils, même de la philosophie de travailler avec les IA aujourd'hui. Dans nos métiers, ça va se révolutionner de manière assez rapide parce que Google, Meta et les autres vont pas nous laisser le choix. Donc, c'est comment est-ce qu'on prépare nos équipes à appréhender ça et comment est-ce qu'on intègre un réflexe en fait dans la méthodologie de travail et à tous les niveaux. Hein. J'en parlais avec les sales. En fait, aujourd'hui, pour traiter un cahier des charges, pour ressortir de l'argumentaire, pour prendre des partis pris, etc. En fait, les outils auxquels on est à dispo et les plus grands qui existent sur le marché aujourd'hui, ils nous permettent de gagner énormément de temps sur cette partie-là. Justement, je rebondis sur ça, tu commençais à parler de tes sales, et ça c'est un sujet aussi qui nous intéresse bien évidemment énormément. Aujourd'hui, c'est quoi la typologie des sales effectivement? Alors tu les appelles des sales ou des directeurs de clientèle? C'est quoi leur titre? Alors aujourd'hui, le langage? Aujourd'hui, on a une équipe force vive commerciale globale qui fait environ une quinzaine de personnes sur 65, donc ça fait une grosse équipe. On a 12 personnes sur la partie direction de clientèle. Donc ces personnes-là, leur rôle, c'est d'accompagner les clients existants, donc les clients qui ont un contrat chez nous ou qui ont commencé une première opération et de les accompagner sur la coordination des opérations, sur le conseil et sur toute leur vie chez nous. Donc ça, c'est la partie direction de clientèle. Et ensuite, on a 3 plus 1 en fait, commerciaux dédiés à l'acquisition pure. Donc leur job, c'est d'aller chercher des nouvelles marques avec qui travailler, de détecter des nouveaux projets, de se positionner sur des nouveaux appels d'offres, jusqu'à la phase de closing. Et ensuite, ils font la passe à un directeur de clientèle. Ok. Alors, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat pour tes équipes qui vont nous écouter. Mais c'est pas frustrant pour tes sales qui font du new logo, effectivement, de devoir refiler des comptes? Eh ben, c'est tout le sujet, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, historiquement, les commerciaux faisaient le travail de direction de clientèle. À une époque, on a considéré que le travail, c'est pas qu'il n'était pas bien fait, c'est qu'en fait, c'est deux métiers qui sont différents. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appréhende. Et la nature humaine
elle est simple, hein, c'est je vais aller là où je suis le plus à l'aise, là où je suis le plus successful, et éventuellement, pour la grande majorité, là où c'est le plus simple. Après, il y a une part de kamikaze et il y a une part de tortionnaire en nous qui nous pousse à aller vers les emmerdes. Et donc, du coup, quand tu es sales et que tu fais de la direction clientèle, quand tu as un brief qui tombe tout seul dans ta boîte mail et qu'à côté, tu as 40 relances email et téléphone à faire, surtout en 2023, bah, tu choisis, le choix il est vite fait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on fait la séparation. Ça a rasé l'équipe commerciale, hein. On a perdu tous les commerciaux qui étaient là à cette époque parce qu'en fait, c'est normal. Eux, ils disent bah les gars, moi vous m'enlevez la moitié du pain de la bouche, voire plus. Et en plus, c'était une partie que j'aimais bien. Donc c'est des gens qui sont allés faire des boulots justement de direction de clientèle, de CSM dans d'autres boîtes. Et ensuite, on a recruté des sales avec la fiche de poste qui dit les gars, à partir du moment où vous closez, le client n'est plus votre client. Vous pouvez aller bouffer avec lui, etc., etc. Mais en fait, la partie projet est reliée à des gens dont c'est le métier, parce que les critères qu'on va rechercher chez les directeurs de clientèle, c'est un sens commercial qui est peut-être moins exacerbé. Donc une capacité du client à plus rentrer dans une ouverture, etc. Une capacité d'organisation beaucoup plus importante, une maîtrise des sujets financiers et économiques très élevée, et surtout un aspect stratégique dans la construction d'une stratégie marketing plus importante. Et un sales, ouais, les sales aujourd'hui, pour certains chez nous, ils ont cette capacité-là, mais tu peux pas avoir toutes ces compétences-là et en plus être en capacité de faire du pitch dans des rendez-vous big boss, de te taper du call, de travailler des séquences avec le marketing et d'aller faire des déjeuners, etc., etc. C'est le mouton à 5 pattes, on rêve tous de l'avoir, hein, mais en l'occurrence, c'est difficile à trouver. Donc, on a séparé les rôles avec des missions claires pour chacun. Mais effectivement, la conséquence, c'est que sur une période de 1 an et demi, bah, on a complètement revu toute l'équipe commerciale. Ok. Ça n'a pas dû être évident, ça, effectivement, cette grosse période de turnover. Alors, ça n'a pas été une grosse période de turnover. Bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est la période à laquelle... moi, j'ai jamais été commercial. Je suis passé par ce poste qu'on a créé de directeur de clientèle, qui avait un nom génial, c'était Digital Evangelist à l'époque, tu vois, pour te dire. On adore créer On était les messies du digital. et puis on adore créer des noms de postes en France, surtout quand c'est très anglo-saxon. Ça fait du dumping sur les salaires. Exactement, c'est cadeau. Donc à cette époque-là, on a créé ce poste-là, et en fait, on a vu la traction qu'on avait sur le portefeuille client existant et le potentiel qu'on avait. Là, on a eu des taux de croissance sur notre portefeuille client existant dans les premières années qui étaient phénoménales. Donc on s'est dit que le choix était le bon, puisque cette croissance n'était pas là avant. Donc il n'y a pas que ça, hein, il y a eu des nouvelles offres, etc., etc. Mais on a corrélé ça au fait d'avoir créé ce poste. Donc on a staffé cette équipe de direction de clientèle, et ensuite on est allé chercher des commerciaux qui avaient un vrai profil newbies. Après, le problème que tu as, c'est que les commerciaux, il faut les alimenter, il faut qu'ils s'alimentent eux. Et aujourd'hui, et je dirais que depuis, parce que comme toutes les boîtes du digital, on a eu un essor pendant la période Covid. Donc juste après avoir serré les fesses pendant 3-4 mois, l'élan est parti. Le rattrapage a été... On a eu la même dynamique sur l'année suivante, donc 2020, 2021. Et depuis 2021, en fait, on rentre dans un cycle où aujourd'hui on est structuré. On a besoin de structurer par la seniorité sur certains pôles, mais on est structuré avec une équipe commerciale qui comprend sa mission, qui l'accepte, qui accepte le mandat, et avec qui on travaille des objectifs qui sont cohérents. Parce que quand tu fais que du newbie, c'est pas la même chose que quand tu travailles sur des clients existants. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin de trouver, c'est comment est-ce qu'on les alimente justement. Quelles sont les sources d'alimentation? Quelles sont les sources d'alimentation par sales? Quelles sont les stratégies commerciales qu'on va mettre en place? Quelles sont les offres qu'on va pousser, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans cette phase-là parce que pendant des années, Orixa s'est fait en croissance sur du bouche à oreille. Ensuite, ça s'est fait sur l'émergence des offres et des solutions. Et là, on rentre dans une phase où on a 3 commerciaux purs à Paris et 1 en Belgique. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase où on a besoin de les alimenter parce qu'on sait que si on les alimente correctement, ils vont porter la croissance dans les années à venir.
Justement, pour tes équipes de hunters, de sales, c'est quoi la spécificité de leur cible, de leur interlocuteur? Les directeurs ou les directrices marketing, il faut les attaquer comment? C'est quoi leur trigger? Comment il faut leur parler? Comment il faut les charmer? C'est quoi les conseils que tu donnerais aux sales qui nous écoutent justement pour attaquer cette cible? Et ben, alors j'aimerais bien pouvoir leur donner des conseils qui sont activables rapidement, mais en fait cette cible elle est traffic manager slash traffic manager en alternance jusque co-dirigeant, DG, etc. En fonction de la taille de tes boîtes, il y a des boîtes dans lesquelles l'alternant est responsable de l'agence. Et ces cibles-là, en fait, elles sont ultra sollicitées depuis quelques années. Explosion de tous les SaaS, explosion des agences, des prestataires de services, etc. Nous, c'est le premier point de contact. C'est par où tu rentres sur le premier point de contact et comment tu crées le premier dialogue et comment tu rassures. Il y a 2 choses qui marchent très bien chez nous. C'est l'intel contenu. C'est apporter une valeur d'un tellement bon niveau que la personne se souvient de toi. Et 2, C'est-à-dire tu pushes un contenu que vous avez ça va être des contenus premium. Nous, on fait beaucoup d'événementiels en interne. Donc, on fait beaucoup de petits déjeuners en physique. Parce que moi, je crois plus au truc du webinar, etc. C'est un truc, je suis assez old school. C'est petit déj, call. D'accord, on est aligné. Et donc, petit déj avec des contenus très pointus. Donc, on bosse vraiment. On n'est pas dans de la presse commerciale. Tu vois, c'est pas l'idée. C'est un contenu très tactique, très activable justement pour les marques. Donc ça, c'est le premier point d'entrée qui permet justement de créer une vraie relation. Et ils se déplacent? Oui, ils Ils se recommencent à se déplacer? Ils se déplacent. Tu vois, on fait des events. Nous, on n'est pas une grosse agence. On n'a pas un marketing surpuissant. Et on a des events avec 20, 30, 40 personnes au petit-déj. Très peu de clients, beaucoup de prospects justement. Donc c'est intéressant. Ça, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième point, c'est ça fait presque 1 an là, qu'on travaille de la prospection externalisée en call. Et avec un partenaire, je pourrais te Ok, citer. toujours intéressant. Et on a vachement de feedback de la part des rendez-vous qui nous calent sur la qualité commerciale pure. La personne est arrivée, elle m'a attrapé, elle m'a pitché en 30 secondes, elle m'a laissé parler, et elle m'a convaincu sur des verbatims sur du pitch commercial pur. Sans connaissance, parce que la personne qui pitch pour nous, elle n'a pas forcément une grande connaissance du sujet. Mais elle a des facultés commerciales qui nous permettent de faire un point d'entrée. Et quand on fait des rendez-vous avec ces marques-là, elles s'en souviennent. Elles se disent, moi j'ai fait un rendez-vous, je suis le dirigeant de la boîte, j'ai fait un rendez-vous avec une marque, et la première chose que la personne m'a dit en face, c'est j'espère que vous allez être aussi bon que le commercial qui a fixé ce rendez-vous. Donc tu sais, j'avais la pression. Mais alors attends, parce que tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez la passion de tout internaliser chez Orixa, et là tu me dis que tu externalises le premier contact que tu peux avoir avec un client, et le poste de SDR, c'est finalement quand tu fais la prospe téléphonique, c'est le plus important. C'est le call, c'est celui qui call va représenter l'image de marque de la boîte, donc il peut pas se planter. Bah ouais. Bah, tu mets le doigt sur un truc. Alors moi, quand je te dis on externalise, on internalise, c'est effectivement on externalise beaucoup de choses sur la partie market, parce qu'on a un budget marketing qui nous permet de le faire. Je considère que ça rentre dans mes pockets marketing, ça a un apport de lead. Et en fait, je suis un bon acheteur. Je suis pas forcément toujours un très bon client, mais je suis un bon acheteur. J'arrive facilement à être convaincu, et ces personnes-là, elles m'ont convaincu comme j'aimerais qu'elles arrivent à convaincre mes cibles. En fait, elles m'ont appelé sur mon téléphone perso, entre 2 meetings. J'ai eu un pitch hyper efficace de 1 minute 30, un rendez-vous booké 2 jours après, et après on est rentré dans un processus de vente. Et en fait, j'ai très rarement rencontré des commerciaux qui avaient cette force de frappe-là. Et la question s'est posée d'internaliser partie SDR, parce que pour des raisons de budget, clairement, c'est plus intéressant d'internaliser. Mais en fait, internalisation, c'est le risque de prendre 18 mois dans la vue, le temps de former la personne, etc. Nous, on n'est pas... Moi, je suis pas commercial. La personne qui chapeaute les équipes commerciales n'a pas été commerciale. Vous êtes bizarre, hein, Orixa. On est bizarre. Et pourtant, qu'est-ce que vous vendez bien? Comme quoi, vous devez avoir des offres de premier service de qualité. Mais justement, parce que vu qu'on n'est pas des commerciaux, tu vois, on vous fait confiance. Mais Je dis ça comme si c'était moche. C'est la plus belle chose, ça représente les valeurs. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais en fait, le truc, ça a été ça. Moi, je me sens pas la compétence. On a une boîte SaaS qu'on a développée en interne. On a eu un modèle BDR, sales, etc., qui a fonctionné un temps. Sur la prestation de service, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça demande d'avoir ce premier point de contact avec une personne d'une seniorité très importante. La première personne qui a collé pour nous dans cette boîte-là, c'était un petit jeune. Ça n'a pas marché. Au bout d'1 mois et demi, on a switché. Et aujourd'hui, on a une personne qui a une quarantaine d'années, une vingtaine d'années d'expérience
dans le bizdev et ça a changé la donne. Donc la question de l'internalisation, elle peut se poser sur ce sujet-là. Après, c'est une question de si ça marche et que c'est rentable. J'ai pas forcément besoin de le faire aujourd'hui. Ok. Bah, on trouvera les bonnes personnes le jour où tu vas internaliser. Avec plaisir. Comment vous avez vécu l'année 2023 ? Parce que ça a été quand même sacrément pourri pour beaucoup de boîtes B2B, que ça soit dans les médias ou dans la tech. Ouais. Chez vous, ça s'est passé comment ? Du coup, je vais profiter de cette tribune pour féliciter les équipes et la manière dont elles ont encaissé l'année. L'année, elle s'est découpée, je pense que vous avez vécu un peu la même chose, mais elle s'est découpée en plusieurs parties. Nous, on a eu 3 premiers mois de l'année statiques, donc tous les projets gelés ou presque. Donc nous, c'est du média, donc ça tourne toujours un peu, mais tous les new projets, toutes les activations potentielles qui sortaient du cadre classique des marques étaient gelées. Il y avait quand même des appels d'offres, on montait dessus, mais tout était lent. Alors on attendait des réponses, les clients attendaient des réponses vite, mais eux donnaient des réponses extrêmement lentes. Ça a un peu cristallisé nos prises de décision. Donc on a revu notre copie de vision sur l'année. La deuxième partie de l'année jusqu'à juin, ça a été des réajustements d'invest, etc., par rapport à ce qui se passait sur le marché, parce qu'il y a eu beaucoup de coupes budgétaires, etc. Ensuite, l'été, alors là, je pense que tout le monde est vraiment parti en vacances, parce que pour le coup, cette année sur l'été, pas passé grand-chose. Et puis à la rentrée, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations de la part des marques, beaucoup de dingueries, des appels d'offres qui n'existent pas, des gens qui nous plantent le matin même alors qu'on a bossé pendant 3 semaines et qui nous disent pas ni pourquoi, ni comment, ni machin, qui nous préviennent même pas. Hein. Si tu les appelles pas pour leur dire c'est quoi l'interphone pour rentrer dans vos bureaux. Et ça, c'est sur des appels d'offres sur lesquels vous travaillez. Le jour J, effectivement, lorsque vous deviez pitcher le sujet, plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. Cette année, elle a été vraiment marquée par... alors, je vais pas blâmer tout le monde, parce que c'est pas le sujet, mais elle a été vraiment marquée par une incertitude totale dans la faisabilité des projets marketing des marques. Les gens lançaient des sollicitations sur les projets, donc en bonne agence, on travaillait sur le projet, et on a des marques qui nous ont dit bon les gars, vous avez gagné, mais on va pas le faire. Bah super. Super. Tu sais, quand tu travailles sur des trucs à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros de budget, puis qu'on te dit vous avez gagné, c'est top, mais on va pas le faire. Vous êtes meilleur que les autres. Moi, je préférais que les autres gagnent. En fait, je m'en fous. Fais pas travailler la France entière pour rien. Donc l'année 2023, elle a été marquée par toute cette incertitude. Nous, on s'en sort plutôt très bien. On a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'ONG, etc. C'est des marques dont les budgets sont assez stables et ils n'ont pas trop de coupes. Sur la partie marchand, on a eu des coupes budgétaires. On a des clients qui ont baissé 80-90% leur budget là sur Q4. Ah ouais, ça pique. Ouais, ça pique. Nous, on gagne notre argent en pourcentage du média dépensé. Donc, quand on te dit on a moins 90% de budget, c'est moins 90%. Même sur Q4. Même sur Q4. Bah, surtout, en fait, toutes les boîtes qui sont pas Q4 dépendantes, donc qui sont pas Black Friday ni Noël, bah, en fait, elles ont besoin de sauver les bits à la fin de l'année. Donc, elles droppent tous les budgets marketing, elles coupent les budgets RH et puis elles font des économies. Donc ça a été un des sujets. Après, dans les bonnes nouvelles, nous, de notre côté, c'est que le marché RH, pour le coup, s'est calmé. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Beaucoup moins de fantaisie dans les profils qu'on rencontrait. Beaucoup plus de gens je dirais, c'est peut-être la deuxième vague de recrutement post-Covid. Des gens qui sont pas partis post-Covid en mode c'est l'Eldorado, le digital est en hyper croissance, je vais aller gaper un salaire à droite à gauche sur tout type de métier. Il y avait des profils farfelus qui étaient arrivés sur des postes justement de décision sur vos budgets. Ouais. Dû à ça. Ouais. Là dans les moi j'ai fait dans les 24 derniers mois, j'ai fait des rendez-vous notamment avec des profils commerciaux, parce que c'était bien placé pour le savoir, mais dans les dernières années c'était un peu la pépite, quoi. Tout le monde le voulait, ce fameux commercial. J'ai fait des rendez-vous avec des profils lunaires, quoi. Mais qui étaient sûrement des très bons commerciaux, mais j'avais pas les moyens de les payer, si tu veux. Donc, et là, cette année, ça s'est un peu calmé. J'ai l'impression que les profils recherchent plus de projets dans la durée, quelque chose qui est plus aligné avec la valeur, les cultures, etc. Donc, c'est rassurant d'un côté, parce que pour nous, on sait qu'on peut trouver des profils sur à peu près tous les corps de métier aujourd'hui. Il y en a pour lesquels c'est plus long que d'autres, mais on peut trouver des profils sur tous les corps de métier pour structurer les équipes. Donc, c'est un
c'est un des bons points de 2023. Et au niveau des décisionnaires, est-ce que tu as senti qu'il y avait aussi beaucoup de turnover? Est-ce que ça a joué après derrière dans la gestion de projets ou de réponses à l'appel d'offres? Ouais. Ouais, dans les marques, pareil, hein, je te fais la passe, mais je pense que tu le sais. On a beaucoup, je pense que c'est l'année où il y a eu le plus de turnover. Je pense que les gens n'ont pas toujours choisi de partir de leur job, mais il y a eu beaucoup de rotation dans les équipes clients. Bon, après, il y a des clients pour des faits de vie qui disparaissent pendant quelques temps et qui reviennent, mais on a des gens qui ont lancé des consultations, qui ont lancé des appels d'offres, alors qu'ils étaient en instance de départ, tu vois, dans leur boîte. Donc ouais, on a eu pas mal de... On a eu pas mal de sujets comme ça. Là, je te dis, je crois que c'est cette semaine ou semaine dernière, j'ai envoyé un mail pour connaître la réponse sur l'appel d'offres et j'ai reçu un mail comme quoi la personne faisait plus partie de la boîte, quoi. Et il n'y avait pas fait de transmission de dossier? Non, pas de transmission de dossier. Donc là, on essaye one again, quoi. on essaye de remonter. Et dans ces cas-là, en fait, tu remontes à la direction, mais la direction, elle n'est pas toujours au courant des sujets divers. Donc un peu l'impression aussi que parfois, pour justifier de leur poste, vos interlocuteurs montent des appels d'offres pour justifier effectivement du temps de travail et faire bosser les autres. Je vais pas confirmer ça parce que sinon je vais me faire détester par tout le marché. Mais non, il y a un peu de... En fait, c'est pas nécessairement pour justifier les postes, c'est juste que c'est leur job de le faire. Ces gens-là, ils sont dépendants de validation budgétaire de la part des patrons. Mais si ton patron ne valide pas ton budget, est-ce que c'est plus malin d'anticiper la validation et de quand même lancer les consultations avec le risque que les budgets soient pas validés, ou est-ce que tu préfères attendre que le budget soit validé et être en retard et te faire engueuler par ta direction? Je pense que ces gens-là, ils sont dans cette situation-là. Et les tributaires, c'est les boîtes de services qui sont au bout, mais c'est valable pour tout. Tu vois, moi, j'avais fait bosser des boîtes sur un déménagement. Il y a des boîtes qui ont bossé, qui m'ont fait rencontrer des gens pour trouver des locaux. Finalement, on est resté chez nous, donc tu vois, le projet s'est pas fait non plus, et ça fait partie du service. Après, je pense que c'est exacerbé en 2023. On n'a jamais vécu une année comme ça, et on a de la chance d'avoir des commerciaux qui sont résilients, mais très résilients. Justement, comment ont vécu les équipes? Ça doit être costaud quand même de bosser toute la journée sur les appels d'offres sur lesquels il faut répondre vite et bien, et en fait derrière ils te disent vous avez gagné mais pas de budget. Comment tu gardes l'implication des collaborateurs? C'est pas facile. C'est pas facile. En fait, la seule solution déjà, c'est que tu peux plus avoir la même approche des objectifs, parce que naturellement, à un moment donné, quand tu demandes à un commercial de faire ses objectifs et puis qu'il te dit en fait moi je suis monté sur 5 appels d'offres et on m'a fait 5 coups, quoi. Je veux bien, mais en fait ça marche pas. Donc du coup, on a redistribué un peu les cartes sur la partie commerciale. On considère aussi beaucoup nos commerciaux comme des ambassadeurs de la marque, donc qui participent à l'effort marketing, qui participent à l'effort de marque et d'émergence de la marque. Et ça, c'est des indicateurs qui sont difficiles à mesurer, mais qu'on prend en compte dans le succès commercial. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont hyper impliquées. C'est aussi un des gros critères, parce que tu sais ce que c'est, mais le commercial dans une boîte, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'on se les décrit. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile pour les autres équipes de mesurer ce que la personne fait. En fait, moi, les commerciaux, ils m'ont rapporté 2 comptes dans l'année. Donc, moi, j'en gère 20. J'ai des opérations en permanence. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que le gros défaut qu'on a et la grosse difficulté qu'on a, c'est de donner de la visibilité au reste des équipes sur le poids et sur les activités commerciales. Les chiffres avant le closing, parce que ce que le reste des équipes voit, c'est quoi les clients qui sont rentrés, tu vois. Mais on a du mal à communiquer sur tout l'amont, et c'est pour ça qu'on les implique aussi beaucoup dans des processus tiers. On a un profil qui s'appelle Olivier, qui est sur une dimension qui est assez large, qui a un rôle de directeur conseil aussi. Il travaille sur des sujets d'innovation en parallèle, etc., etc. Qu'on essaie de les impliquer dans des activités beaucoup plus globales au sein de l'agence que simplement leur propre rôle commercial, ne serait-ce que pour eux, parce que dans une année comme celle-là, tu as des leads, mais ils vont pas toujours jusqu'au bout, tu n'as pas toujours des justifications. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de justifications, de retours clients sur pourquoi oui, pourquoi non. Alors pourquoi oui, on arrive à l'avoir au bout d'un moment, mais le pourquoi non est beaucoup plus dur à avoir. Voilà, on essaye de créer, de ramener des choses, parce que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, on leur a enlevé la direction de clientèle, entre guillemets, donc le farming sur les clients existants. Donc qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus à ces profils commerciaux pour qu'ils prennent de l'épanouissement dans des tâches et des missions quotidiennes qui sont
qui amène du succès. Parce qu'en fait, je pense que le gros sujet de l'année 2023 pour les commerciaux, je pense que c'est valable pour beaucoup de boîtes, c'est le nombre de succès rapporté à l'effort fourni. Nous, on sait que nos commerciaux fournissent un effort très important dans le travail commercial. C'est pas toujours, ça se concrétise pas toujours. Parfois, ils font des erreurs et nous aussi. Mais en tout cas, on sait qu'ils fournissent un effort important et c'est où est-ce qu'on va chercher des succès pour que eux tiennent dans la durée. Parce que c'est ça la grosse difficulté et c'est pour ça que j'ai jamais été commercial. C'est que je pense que j'ai pas la résilience dans le temps et la capacité dans le temps à assumer un échec que tu peux pas attribuer à quelque chose que toi, tu as fait, une action que tu as fait. Tu as l'impression de tout avoir fait bien jusqu'au bout. Et puis, en fait, tu n'as pas de réponse de ton client. Et cette année 2023, elle est caractérisée par ça. C'est si j'ai même ne serait-ce qu'un non, c'est déjà bien, tu vois. Ok, c'est le ghosting qu'on retrouve dans le recrute, dans les relations avec prestataires, fournisseurs. Mais c'est vrai, tu n'es pas le seul à me le faire remarquer. On le remarque aussi, le changement effectivement de relation B2B sur fournisseurs, prestataires, où il y a de moins en moins d'implication de la part du client quand tu fonctionnes finalement un peu au succès, comme vous le faites lorsque vous répondez à des appels d'offres. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Une des questions que je me pose et qu'on retrouve de plus en plus avec les DIRCO dans notre échange, c'est un sujet tout bête, c'est celui du rendez-vous physique. Depuis effectivement le Covid, on s'est mis à faire tous les rendez-vous en visio en pensant que ça allait être extrêmement confort, pouvoir les enchaîner, se voir vite, avoir plus le temps d'entrer dans les détails, mettre plus de collaborateurs autour de la table, que ça puisse se gérer avec le télétravail. Finalement, les gens sont de moins en moins impliqués dans les relations business. Moins d'implication, c'est aussi plus de ghosting et plus de consommation un peu boulimique du prestataire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'en pense tout ce que tu viens de décrire. Moi, je force les équipes probablement pas assez, mais bon, je vais pas leur mettre un couteau sous la gorge, mais j'essaie en tout cas de leur faire comprendre l'importance du rendez-vous physique, mais ne serait-ce que pour eux, parce que quand tu as un rendez-vous physique dans la matinée, tu as un rendez-vous physique dans la matinée. Quand tu as une visio, tu peux en avoir 3. Et en fait, la charge mentale, elle est décuplée. Tes sujets, tu les connais plus. Tu arrives dans une réunion, tu l'as pas forcément bien préparée. Tu la mélanges avec celle d'avant. Enfin bref, c'est un four. Et donc, c'est peut-être faire moins, mais faire mieux, faire en présentiel. Après, je vais pas te rappeler les avantages du présentiel, mais si, fais-le, évangélise. Même moi, tu vois, tout à l'heure, je fais une visio avec quelqu'un, je suis extrêmement volatile dans l'attention. Si je suis pas focus et mis dans un cadre d'attention, je me disperse, tu vois. Donc tu commences une discussion, si t'es pas sur un sujet qui est hautement stratégique, d'un coup, en visio, tu regardes l'écran d'à côté, quoi. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi, Tu peux être en train de regarder ton youtubeur préféré, tout le monde s'en fout, et puis tu as ton commercial en face qui déroule le pitch, c'est très bien, merci, au revoir. Et ça, tu l'as pas, évidemment, quand tu es en rendez-vous physique, sauf si tu es extrêmement mal élevé, mais a priori, tu l'as pas. Mais ça a été toléré, tu vois, ça a été toléré en visio, ce qu'on serait incapable de tolérer en rendez-vous. Moi, j'ai un très bon copain qui était, avec qui on a travaillé pendant nombreuses années. Il avait fait des rendez-vous en physique avec des gens assis avec un ordinateur. Dès que le regard se détournait, il arrêtait de parler, tu vois. Tu peux pas accepter d'avoir quelqu'un en face pour qui tu consacres du temps, etc., et que la personne décroche complètement. Et en visio, c'est complètement banalisé. Et alors, c'est hyper efficace, c'est sûr. Enfin, efficace si ça close pas et qu'après, effectivement, on t'es ghosté, in fine, sur le long terme. Voilà. Est-ce que le ROI est vraiment là? Il y a un sacré retour en arrière. Là, je prépare un podcast aussi pour le mois de janvier avec un gros éditeur de logiciels SaaS dans le monde des médias. Et il me racontait que lui, justement, pour pousser ses sales à refaire des rendez-vous physiques, il leur faisait des concours, des challenges, et mettait des incentives. Il filait à chaque fois des bons cadeaux à Amazon à chaque fois qu'il faisait un rendez-vous physique. À ce point-là, c'est que des sales. Mais c'est un truc auquel j'ai pensé récemment, alors peut-être pas sous cette forme, mais sous une forme comparable. Pour l'année prochaine, j'aimerais mettre en place dans les objectifs des équipes, DIRCLI et commerciaux, un nombre de rendez-vous physiques, un nombre de déj clients, tu vois. Sympa un déj client en plus, tu proposes à tes DIRCLI d'aller te faire un bon resto, parce qu'en plus en général tu vas pas au McDo, quoi, ouais. Et ouais, j'ai envie de l'intégrer parce que j'ai envie de remettre le réflexe physique et moi je maximise en tout cas avec les clients et ou les prospects potentiels, j'essaye de systématiser les rendez-vous en présentiel quand c'est possible. 100% d'accord. Comment tu sens l'année 2024 ?
Bah écoute, pour le moment, je la sens, Tu serres les fesses je ou la tu sens penses que ça va se décontracter? je la sens pas encore. Nous, on a de la chance, comme je te dis, on a fait une bonne année, on fait encore de la croissance à 2 chiffres. Ah ouais, C'est c'est bon. c'est pas sur les mêmes tendances que celles sur lesquelles on était, les années précédentes, mais on continue de faire de la croissance, donc on a cette chance-là. Je pense ce serait illusoire de se dire que 2024, sera mieux que 2023. Moi, j'avais un partenaire qui me disait: «2024, ça va être une année exceptionnelle» parce que vu le nombre de projets qui ont été reportés à 2024, qui étaient prévus en 2023, le nombre d'appels d'offres que j'ai gagnés où on m'a dit: «Oh, vous avez gagné, mais ce sera reporté en 2024, je vais être un homme richissime». Il disait ça sur le ton de l'humour parce qu'évidemment, ces projets-là ne seront pas reportés en 2024, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Les boîtes vont pas toutes bien. Alors, il y aura peut-être moins de clients avec des budgets intéressants, peut-être moins de partenaires aussi en capacité de les absorber. Moi, je suis assez positif et optimiste de naturel. Je suis très karma orienté, quoi. Donc, je sens pas une année qui sera l'inverse de l'année 2023. Mais je pense que l'année 2023 nous prépare à bien rentrer dans 2024, à moins faire de folie dans les perspectives qu'on se donne, à moins porter une ambition qui est complètement démesurée. Ce qui est pas mal parce que même d'un point de vue déontologique et sociétal, se dire que le monde du digital auquel on appartient, nous, bah, on remet un peu les pieds sur terre. Euh, L'emploi n'est plus aussi simple, le deal n'est plus aussi simple et en fait on revient un peu à des fondamentaux et on revient un peu à l'essence de ce que sont nos métiers, à savoir apporter de la valeur, du conseil dans le service, etc. Je pense qu'on va revenir à ces trucs-là et je pense que c'est bien. Moi j'aimerais en faire une année qui se tourne autour de la culture et de se réapproprier une identité. Je pense que le télétravail en fait partie, mais je pense que depuis Covid, on était tous dans une fusée lancée à 1000 à l'heure. Tout allait vite. L'argent coulait à flot à une époque. D'un point de vue croissance, les croissances étaient énormes dans beaucoup de boîtes, en tout cas de notre secteur. Les équipes pouvaient avoir des opportunités en changeant de boîte rapidement. Donc, tu avais du turnover, des clients qui tournaient, etc., etc. Il y a une euphorie énorme. Et du coup, je pense que les boîtes ont perdu, en tout cas, je pense que nous, on a perdu un petit peu ça. Parce qu'on s'est développé très vite dans les 2-3 dernières années. Donc, on a pas perdu, mais ça s'est un tout petit peu érodé, le côté culture. En fait, c'est quoi les valeurs de la boîte? C'est quoi la culture? En fait, bosser en agence, c'est déjà bizarre en soi, tu vois. Tu fais un travail de service pour des marques que tu drives pas, qui vont avoir des exigences qui sont parfois folles, qui te sollicitent à des heures impossibles. Donc déjà, en soi, c'est un peu de la torture de vouloir bosser dans ces métiers-là. Mais on le fait tous pour une raison. Et pourquoi le faire chez nous? Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui doivent se poser la question de la culture. Et comment faire bosser les équipes les unes avec les autres, comment comprendre le métier du voisin. Voilà, je pense que ce sera là-dessus qu'on se posera parce que je sais que ce ne sera pas une année de croissance à 40 ou 50% l'année prochaine. En tout cas, ce serait brutal que de viser ces chiffres-là. Bah écoute, top. Très belle réflexion, effectivement, pour conclure. Donc, je vais rester dessus. Je pense que ça va me nécessiter 2 ou 3 verres pour réussir à avoir les réponses à tous ces questionnements. Moi, j'ai pas les réponses aux questions. Non, mais je suis assez optimiste aussi. Moi, je pense qu'on va arriver sur 2024, après cette période de purge 2023, sur un retour aux fondamentaux. C'est le départ d'un nouveau cycle. C'est un retour, effectivement, une certaine normalisation aussi derrière du business qui est plutôt, in fine, qui est plutôt saine. Donc, j'ai hâte aussi d'être en 2024. T'as surtout hâte de finir 2023. Et hâte de finir 2023. Là, je pense qu'on aura bien mérité les fêtes de fin d'année, se faire des grosses bouffes et trinquer effectivement tous ensemble, parce que ça sera aussi déjà une fierté d'être toujours présent sur le marché. Parce que scaler pour scaler, c'est une chose. Être gros par la taille, si t'es plus là 6 mois après, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. On l'a vu effectivement dans l'écosystème de la taille, de la tech. Donc je pense que le succès, c'est aussi de savoir de se pérenniser sur le marché, mais à la fois en termes de société, mais aussi en termes de collaborateurs. On voit que les plus beaux parcours et les parcours comme le tien sont aussi extrêmement intéressants.
parce que 9 ans à passer chacune des étapes, au final, tu nous les as racontées un peu au fil de l'eau dans nos échanges. On voit que cette résilience, cette volonté d'accompagner le marché, cette volonté d'accompagner les difficultés, de prendre plaisir, et ça se voit et ça s'entend aussi quand tu nous racontes tout ça. Quand on voit que derrière chaque difficulté, tu vois des opportunités, des nouvelles méthodologies, des nouveaux process à mettre en place, et ben on se rend compte que les collaborateurs font les entreprises, et que les histoires longues des entreprises sont aussi les histoires longues des collaborateurs. Et ça, je trouve ça top aussi de t'avoir reçu pour ce sujet-là. Dernière question avant de te libérer, et aussi de libérer nos auditeurs dont on a les oreilles qui chauffent parce qu'on a été très bavard aujourd'hui. Qui devrait-on interviewer après toi? Ça serait qui que tu nous recommanderais? Bah, ça va dépendre. Ça va... Premier nom qui te vient en tête, sans réfléchir. Tu peux dire le Père Noël, comme ton meilleur pote, comme bah, quelqu'un, un Baptiste mentor. Nono, tiens. Baptiste Nono. Baptiste Né- Nono. Bah, aujourd'hui, il a monté une boîte d'automatisation vidéo. C'est un de mes meilleurs amis, on s'est rencontrés dans le cadre du boulot et on Et est il s'appelle comment sa boîte? Clipit. Clip It. Et ben écoute, Baptiste, tu vas recevoir un call de moi incessamment sous peu. On sera ravis de pouvoir échanger ensemble. Alban, encore un très grand merci, Bah, merci d'être beaucoup pour l'invitation. venu dans nos bureaux, surtout sur cette période de fin d'année 2023 qui est toujours une période de Très rush, calme. dans lequel il va falloir se battre contre les ghostings et des budgets faramineux l'année 2023. Un grand merci à tous de continuer à nous suivre. Alors effectivement, on a eu 2-3 mois d'académie sur nos publications de podcasts. On a pris le temps effectivement de choisir vraiment nos invités. On va avoir un line-up 2024 exceptionnel. Merci aussi à nos nouvelles équipes marketing qui nous ont rejoints chez Dreamcatcher Sales. Quentin au marketing digital et Laura en communication et événementiel. Et puis Alban, je pense qu'on va continuer sur un verre parce qu'on a quand même pas mal de choses à discuter encore tous les deux. Ok, super, merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur le podcast We Are Sales by DCS.